de coopération sud-sud par le royaume. Et au terme de cette cérémonie d'inauguration, Sa Majesté le roi Mohammed VI a pris congé de son illustre hôte. Cette semaine, Sa Majesté le roi Mohammed VI Amir al-Mu'minin a accompli la prière du vendredi à la mosquée Hassan à Rabat. Hier, au palais royal de Rabat, Sa Majesté le roi Mohammed VI a reçu M. Driss Graoui, que le souverain a nommé président du Conseil de la concurrence. Et à cette occasion, Sa Majesté le roi a souligné l'importance des missions dévolues au Conseil de la concurrence par la Constitution et par la loi, ce qui en fait une institution indépendante chargée d'assurer la transparence et l'équité dans les relations économiques, notamment à travers l'analyse et la régulation de la concurrence sur les marchés, le contrôle des pratiques anticoncurrentielles et des opérations de concentration économique et de monopole. Sa Majesté le roi a également nommé Mohamed Aboulaziz au poste de secrétaire général du Conseil de la concurrence. Par la suite, Sa Majesté le roi Mohammed VI a reçu et nommé M. Omar Sghrouchni en tant que président de la Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel, la CNDP. Toujours hier samedi, Sa Majesté le roi Mohammed VI a procédé au lancement à Rabat des projets ferroviaires de grande envergure dans le sillage de l'inauguration du train à grande vitesse, le TGV Al-Bouraq. Ces projets structurants visent à accompagner le développement substantiel que connaît le secteur, avec notamment le lancement jeudi dernier d'Al-Bouraq. Ils visent également à améliorer les conditions de confort à bord des trains, à résorber les flux substantiels du trafic et à réduire le temps des trajets. Sa Majesté le roi Mohammed VI a ainsi procédé au lancement du triplement de l'axe Casablanca-Kénitra, du doublement complet de la ligne Casablanca-Marrakech, des gares dédiées aux trains à grande vitesse, Rabat, Agdel, Tanger, Kénitra et Casa Voyageurs, et d'une nouvelle gare d'Oujda et de Belgrir, des projets d'envergure réalisés pour un investissement global de près de 10 milliards et demi de dirhams. Signalant ces messages de félicitations adressés par Sa Majesté le Roi au sultan Qaboos ibn Saïd II à l'occasion de la fête nationale de son pays et au président de la Lettonie Raymond Vejones également à l'occasion de la fête nationale de son pays. 18 novembre, nous commémorons ce dimanche les 63 ans de l'indépendance du royaume. En cette occasion, Sa Majesté le roi Mohammed VI a reçu plusieurs messages de félicitations de chefs d'État frères et amis. Le souverain a ainsi reçu un message de félicitations du roi de Bahreïn, Hamad Ben Issa Al Khalifa, du sultan de Qaboos ibn Saïd, du président de la République du Libéria et du président de la République islamique du Pakistan. Le souverain a également reçu un message de félicitations du président algérien Abdelaziz Bouteflika, dans lequel le président algérien met en avant, et je cite, les pages glorieuses de l'histoire racontant les grands sacrifices consentis par les Marocains sous la conduite de feu Sa Majesté Mohammed V et qui ont été couronnés par le recouvrement de l'indépendance et de la souveraineté du peuple marocain frère. Fin de citation. Sa Majesté le Roi a reçu des messages similaires du président de la République du Ghana, Nana Akufo-Addo, et du président libanais Michel Aoun. Nous reviendrons dans un instant en images sur l'évocation de l'épopée de l'indépendance. Mais maintenant, place à une finale inédite. Cet après-midi au complexe sportif Moulay Abdallah à Rabat. La Coupe du Trône 2018 est remportée par la Renaissance de Berkane qui a battu au tir au but le Wydad de Fès sur un score de 3 buts à 2. Une finale présidée cet après-midi par son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid. Complexe sportif Prince Moulay Abdallah de Rabat. Son Altesse Royale, le Prince Moulay Rachid, préside la finale de la Coupe du Trône saison 2017-2018. Rencontre disputée entre la Renaissance sportive de Berkane et le Wydad Riyad El Fessi. Après avoir pris place à la tribune d'honneur, son Altesse Royale, le Prince Moulay Rachid, a suivi le déroulement de la partie. Un match très ouvert entre les deux équipes. La Renaissance sportive de Berkane a ouvert le score à la 57e minute de jeu de la tête par Farhan. Deux minutes plus tard, le Wydad Riyad El Fessi égalise à la 59e minute, but signé Mamadou.
À la 77e minute, les Fassi prennent l'avantage, 2-1 à la 77e minute par Gérari. On s'acheminait vers la fin de la partie lorsqu'à la 90e minute, Berkane égalise 2-2 par Nagy. Après les prolongations, les deux équipes ont été amenées à la série des tirs au but. La Renaissance sportive de Berkane remporte le titre après 3 tirs au but à 2. La Coupe du Trône 2017-2018 a été ainsi remise au capitaine de l'équipe vainqueur, la Renaissance sportive de Berkane, par son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid. En inscrivant ainsi le trophée à son palmarès, la Renaissance sportive de Berkane représentera ainsi le Maroc en Coupe de la Confédération africaine aux côtés du Hassania d'Agadir. Retour maintenant sur ce temps fort de notre histoire. Le Royaume célèbre ce dimanche le 63e anniversaire d'une épopée, l'indépendance. Une date glorieuse qui commémore le discours historique du 18 novembre 1955 du père de la nation, Feu Sa Majesté Mohamed V, annonçant la fin du protectorat et la libération de la patrie. Le triomphe sur le colonisateur fut le fruit de plusieurs années de lutte et du pacte historique scellé entre le trône et le peuple en vue de servir les intérêts suprêmes de la nation. Bob Keblamrit évoque pour nous cette page lumineuse de notre histoire. 16 novembre 1955, aéroport Rabat Saleh. Retour triomphal de Feu Sa Majesté Mohamed V et de l'illustre famille royale. Le souverain a été accueilli en libérateur de la nation, une épopée historique symbolisant la symbiose entre le glorieux trône alaouite et le peuple marocain. Une glorieuse épopée de lutte contre le colonialisme, écrite à la faveur d'un pacte séculaire entre le trône et le peuple, et qui a été jalonnée de sacrifices et de prouesses restés dans les annales de l'histoire. À la suite de l'exil forcé de Feu Sa Majesté Mohamed V par le colonisateur, une mobilisation totale a été alors décrétée et une lutte patriotique acharnée s'est organisée à travers le pays. À l'exil forcé du symbole de la nation Feu Sa Majesté Mohamed V, de son compagnon de lutte Feu Sa Majesté Hassan II et de la famille royale le 20 août 1953, la réaction du peuple marocain ne s'était pas fait attendre. Et pour cause, en s'attaquant au symbole de la nation, le colonisateur touchait aux constantes du peuple marocain et à ses valeurs sacrées, et donc à la dignité de tous les Marocains. À son retour d'exil le 16 novembre 1955, le héros de la libération, Feu Sa Majesté Mohamed V, tout en annonçant la libération de la nation du joug du protectorat, fixe le cap avec une déclaration lourde de sens visionnaire et pleine d'enseignements. Le Maroc sort du petit djihad pour s'engager dans le grand djihad. Le triomphe sur le colonisateur a été rendu possible grâce à une parfaite symbiose entre le trône et le peuple pour une cause juste et légitime et un sens élevé d'engagement patriotique pour la défense des constantes de la nation. C'est cette symbiose admirable entre le roi et le peuple qui a fini par ébranler les fondements du protectorat et chasser les dernières troupes coloniales du sol marocain et qui avait permis le 6 novembre 1975 le parachèvement de l'intégrité territoriale et la récupération de nos provinces du Sud lors de la glorieuse Marche verte. Et c'est toujours cette symbiose entre le peuple et son souverain, Sa Majesté le roi Mohamed VI, qui permettra au Maroc de relever les défis du développement, de la modernisation et de la consécration de l'état du droit et de la démocratie. Sur instruction de Sa Majesté le roi Mohamed VI, la secrétaire d'État aux Affaires étrangères et la coopération internationale a représenté le souverain à la cérémonie d'investiture du président élu de la République des Maldives, Ibrahim Mohamed Solih. En marge de cette cérémonie, Mounia Bousta a été reçue par le président Solih. Au cours de cette audience, elle a mis l'accent sur les relations fraternelles entre les deux pays. Elle a également souligné l'importance d'approfondir la coopération bilatérale, particulièrement dans les domaines des affaires religieuses et du tourisme. Le processus de réforme institutionnelle de l'Union africaine, fortement soutenu par le Maroc, cette fois-ci, c'est le chef du gouvernement qui le réaffirme à Addis Abeba, où il préside sur ordre de Sa Majesté le Roi la délégation marocaine aux travaux du 11e sommet extraordinaire de l'UA.
Sadil Atmani a tenu à rappeler à ce propos que les enjeux du plan de réforme doivent refléter la vision et les engagements communs. C'est une correspondance de nos envoyés spéciaux dans la capitale éthiopienne, Abdelmjid Hallawi Fouad Al-Haraj, avec un commentaire de Nesrina Ouzdar. La rencontre est d'une grande importance. Elle vise à asseoir les bases d'une réforme longtemps espérée. Objectif, garantir l'autonomie financière de l'organisation et lui donner les moyens de sa souveraineté politique. Une réforme chapeautée par le président en exercice de l'Union africaine, Paul Kagame, et elle est vivement appuyée par le Royaume. Ce sommet extraordinaire est entièrement consacré à la réforme institutionnelle de l'organisation. Lors de mon discours, j'ai réitéré le fort soutien du Royaume à cette réforme. Lors de son dernier entretien avec M. Paul Kagame, Sa Majesté le roi Mohammed VI l'avait d'ailleurs assuré du soutien du Maroc. Le Royaume aspire à une Union africaine forte et capable de répondre aux aspirations du peuple africain et relever les défis socio-économiques qui s'imposent. Une réforme globale et un agenda bien rempli. Les participants sont déterminés à honorer ce rendez-vous avec l'histoire. Ils plaident pour l'unité de l'Afrique en vue d'en faire une force au niveau de l'échiquier international. Cela passe d'abord par la réduction de la dépendance de l'organisation à l'égard des donateurs étrangers. Cette réforme de l'Union africaine part du constat que l'Union est arrivée à un certain niveau, à un certain degré de maturité, et il s'agit aujourd'hui d'en revoir les organisations, d'en revoir le mode de financement, d'en revoir l'efficacité et l'efficience. Le Parlement a un rôle très important à jouer, et je crois que si aujourd'hui nous parvenons à atteindre certains résultats palpables qui permettront au Parlement de légiférer avec la réforme, ce serait une bonne chose que de poursuivre le processus normal. Ce sommet d'envergure marque une nouvelle étape dans l'histoire de l'Union africaine. Il intervient dans un contexte qui mérite une attention toute particulière. Au niveau du continent, plusieurs initiatives sont en cours pour booster l'économie africaine et mettre fin aux violences ravageant différentes régions. L'Union africaine est plus que jamais appelée à unir ses rangs. Depuis hier, une série de dépressions profondes s'invit sur la majeure partie du royaume. Des houles de 4 à 6 mètres intéressent les côtes atlantiques entre Tanger et Tantane et entre Darla et El Gvira. Ces images ont été prises ce matin à Salé et Rabat. La vigilance reste de mise. Cette situation doit se poursuivre encore demain. La pluie et la baisse des températures persisteront jusqu'à vendredi. Un cumul pluviométrique de 70 à 100 mm sera enregistré ce soir et demain à Larache, Ouazan, Chefchaouen et Taounet, jusqu'à 60 dans les provinces de Tanger, Tétouan, Kenitra, Nefra, Ifrane, Azelal, Beni Mellal, El Haouz et El Husseima. Des averses modérées intéresseront aussi d'autres provinces durant cette même période, comme Rabat, Casablanca, Taroudon, El Jadida, Mohammedia, Safi et Essaouira. Il neigera sur les hauteurs d'El Haouz, Azelal, Boulman et Fradi Beliz, un cumul estimé à 15 cm de neige. Fumée épaisse, maison en ruine, voiture calcinée. Le président américain Donald Trump a assisté à un spectacle de désolation à Paradise, petite ville presque totalement rasée par l'incendie le plus meurtrier de l'histoire de la Californie. Le bilan des victimes grimpe à 76 personnes et plus de 1300 disparus. Le camp Fire a ravagé près de 60 000 hectares dans le nord de la Californie. Pour l'heure, les pompiers continuent de lutter contre des feux impressionnants, les plus destructeurs de l'histoire de cet État américain donc. Le vent très sec et violent est en partie responsable de cette situation. Une semaine cruciale pour la première ministre britannique Theresa May, dont le projet d'accord sur le Brexit demeure très contesté. Theresa May va retourner à Bruxelles après une semaine difficile et plusieurs défections au sein de son gouvernement en raison de désaccords sur le compromis trouvé. Elle devra rencontrer le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, avant le sommet européen prévu pour le 25 de ce mois et qui doit entériner le projet d'accord. Les discussions porteront en particulier sur la relation future entre le Royaume-Uni et l'Union européenne après le Brexit prévu le 29 mars 2019.
Les espoirs avaient sombré, mais l'épave du sous-marin argentin San Juan, disparu depuis un an avec ses 44 membres d'équipage, est enfin découverte dans l'Atlantique. L'épave est localisée à environ 500 km des côtes de la Patagonie. La détection d'une explosion sous-marine dans la zone d'opération du submersible accrédite déjà la thèse d'une explosion à bord, probablement des batteries qui propulsaient le sous-marin. C'est après-demain, mardi, que nous célébrerons Aïd el-Mawlid al-Nabawi. Madar, près de Berkane, accueille en commémoration de cet anniversaire la 13e édition de la rencontre mondiale du soufisme sous le signe de la culture, Sophie et le commun universel. Un événement organisé par la Tariqa Qadiriya Boutchichia et la fondation Al-Multaqa. Sur place, une pléiade d'universitaires, de chercheurs, d'intellectuels, de spécialistes du Maroc et d'étrangers et des décideurs politiques, dont le ministre chargé de la sécurité alimentaire à la présidence malienne, que je vous propose d'écouter. Le thème qui nous réunit aujourd'hui, qui est la culture soufie et le commun universel, et qui parle beaucoup plus également de dialogue et de rapprochement, nous intéresse à plus d'un titre compte tenu de tout ce que vous savez et les crises que connaissent particulièrement le Sahel. Une fois de plus, le Maroc nous montre qu'il est une sorte de pont entre les cultures et il est également un pays de rassemblement et de fraternité. Donc aujourd'hui, nous allons partager tous ces moments heureux-là avec l'ensemble de nos frères marocains et certainement nous allons en tirer beaucoup de bénéfices. L'édition du prix de la recherche en diabète récompense 3 chercheurs marocains, des spécialistes mis à contribution dans le cadre d'une démarche médicale d'un grand laboratoire d'industrie pharmaceutique qui a sollicité les professionnels de santé actifs dans l'élaboration et le déploiement des projets de recherche liés à la prise en charge des patients diabétiques au Maroc. Et ces patients se chiffrent à plus de 2 millions de personnes. Zakaria Moukimbila. C'est la consécration pour 3 chercheurs marocains sur le diabète. Le premier prix est revenu au docteur Zineb Imen du CHU Avicenne de Rabat. Son thème de recherche porte sur le diabète chez les nouveau-nés, une pathologie due à des transformations génétiques. Le diabète néonatal peut être ou bien chronique ou durer juste les premiers mois, mais on peut le traiter dans tous les cas. 50% des enfants guérissent dès la première année, alors que les 50 autres sont touchés à vie par la maladie. Cette catégorie peut se faire traiter avec des médicaments autres que l'insuline. Cet événement scientifique est le fruit d'une collaboration entre un groupe d'industrie pharmaceutique et la Société marocaine d'endocrinologie, diabétologie et nutrition. Objectif, promouvoir la recherche médicale et scientifique au Maroc, en particulier sur le diabète. La recherche scientifique est indispensable pour le développement de la science et a plusieurs avantages pour les patients, les médecins et le pays dans son ensemble. L'objectif de cet événement, c'est de développer et d'encourager la recherche scientifique, médicale dans le diabète au niveau du Maroc. C'est pour nous un moment important, étant donné qu'on a reçu 37 travaux de recherche et c'est une fierté pour nous. Plus de 2 millions de Marocains âgés de 18 ans et plus sont diabétiques, dont 50% méconnaissant leur maladie. La recherche scientifique pourrait contribuer à la diminution du fardeau économique de cette maladie et de ses complications sur le système de santé. Les murs de la galerie So Art de Casablanca invitent les œuvres de Moran Belhassan, un créateur qui fait partie de la nouvelle génération d'artistes contemporains à la pointe de la modernité. Field of Memories, c'est sa nouvelle exposition. 35 œuvres et une diversité de matières qui invitent à la curiosité du regard et au rêve de tout un chacun. Dominique Orlando, Abdelrahim Ziane et Reda Fejah l'ont visité. Il est ce que l'on peut appeler un artiste véritable. On le constate à travers l'ensemble de son œuvre aujourd'hui exposée, qui semble comme autant d'horizons poétiques juxtaposés côte à côte, et quelle que soit la grande variété des matériaux qu'il utilise, le métal, la laine, la corne ou le plexiglas, qui ne sont pourtant jamais très simples à domestiquer avec autant de tact. En fait, je suis quelqu'un qui a un peu passé
la majorité de son enfance, on va dire, dans la nature. J'étais quelqu'un qui était très connecté avec la nature. Et je pense petit à petit, je suis revenu un peu vers des matières un peu organiques, des choses un peu comme la laine, comme la corne aussi, qui m'inspire beaucoup. Cette palette qui est, on va dire, une création. La nature rentre, on va dire, dans ma création. Donc, à la fois, c'est une coproduction avec la nature elle-même. Donc, que ça soit la laine, le travail de laine ou le travail de la corne. Je dis que la nature est présente dans mon travail. Chose qui était un peu rare dans mes travaux anciens, où j'ai plus travaillé avec des matières synthétiques, du métal. D'un bout à l'autre de cette balade artistique pour le moins onirique, le spectateur ne peut s'empêcher de se frotter lui-même à tant d'interrogations, ce qui nécessairement réussit à faire écho au questionnement d'ordre philosophique de l'artiste lui-même. Au-delà de la matière, c'est la réflexion qu'il a en fait à travers son œuvre. Une réflexion sur le temps et la mémoire. Et moi, c'est ce qui m'a séduit d'emblée. À travers la corne, par exemple, vous avez à la fois la matière qui renvoie au temps, mais aussi les superpositions, les couches, en fait, qui rendent compte de l'épaisseur du temps et même de ses accidents. Donc on est toujours dans la mémoire entre oubli, réminiscence, souvenir. Autant de fragments épars qui, une fois réunis, mettent résolument en lumière la démarche cohérente d'un artiste qui, entre sculpture et peinture, s'interroge aussi et peut-être essentiellement à toute la multiplicité des coloris de l'univers. Passion, prestance et élégance, quoi de mieux que la danse tango pour illustrer autant de finesse. Au Conservatoire national de musique et d'art chorégraphique de Rabat, un masterclass est assuré par les professionnels du trio italien Astor. Une belle initiation à ces danses de salon fluides et homogènes. Abdelrahim Belchiri, Amin Sharkawi, Monia Marouche. Mr. Mohamed. Ces amateurs l'ont bien compris. Pour maîtriser cette musique qui se prête aussi à la danse qu'au jeu instrumental, il faut suivre à la règle ces constructions rythmiques en multiples influences. Le tango n'est pas seulement une question de maîtrise, c'est surtout une affaire de ressenti. C'est ce que ces musiciens en herbe ont bien retenu de ce masterclass animé par le célèbre trio italien Astor. Il y a plusieurs types de tango, le tango argentin, andalou, italien et français. Sa force réside dans ses constructions rythmiques, dans le dialogue entre les instruments et le romantisme qu'il suggère. La sensualità e la passione che lo caratterizza, quindi quella vena di passione e romanticismo. Et c'est parti pour un voyage musical on ne peut plus entraînant. C'est une ouverture déjà envers une autre musique. Comme on a plus l'habitude au conservatoire d'étudier la musique classique, donc là on s'ouvre à la musique tango. On accueille 3 artistes qui nous viennent direct d'Italie. Un musicien qui joue de l'accordéon, un violoniste et une pianiste. Cette musique emblématique de l'Argentine a vu le jour dans les quartiers populaires de Buenos Aires à la fin du 19e siècle. Depuis, elle n'a cessé de se réinventer. En 2009, elle a eu le mérite de s'inscrire au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et avec ces balades artistiques, on se quitte. L'info est de retour à 20h30 avec Mohamed Reda, la Didi. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 18h30. Bonne soirée.